Bonsoir à tous. Je m'adresse à ceux qui sont derrière leur écran sur Internet, mais également à ceux qui sont dans cette salle, à la Chambre des notaires de Paris, qui sont de retour dans cette salle, puisque nous nous retrouvons après des mois de séparation. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir de pouvoir enfin retrouver les conférences et les tables rondes du Club du Châtelet en présentiel, en distanciel et avec bonheur. Je suis David Abiker, journaliste à Radio Classique. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette 26e édition du Club du Châtelet, en partenariat avec Radio Classique, avec la Chambre des notaires de Paris, avec les notaires du Grand Paris. Nous sommes ensemble grosso modo jusqu'à 19h15, 19h30, ça dépend s'il y a des questions ou pas, questions qui viennent via Internet et qui viennent évidemment de la salle qui va s'animer, qui pour l'instant est tétanisée par le sujet, et je le comprends, c'est l'empereur, c'est Napoléon, et pourquoi lui d'ailleurs, on posera la question à l'invité d'aujourd'hui. Je disais 26e édition du Club du Châtelet parce que les saisons précédentes, ou en tout cas celles auxquelles j'ai assisté et que j'ai animées avec un grand plaisir. Nous avons reçu donc la saison dernière Pascal Bruckner pour parler du bon père de famille de plus de 50 ans, cette espèce en voie de disparition. Nous avons également reçu Yann Arthus Bertrand pour parler de la transmission du patrimoine écologique et environnemental. Et nous recevons aujourd'hui Thierry Lenz qui est historien et écrivain, il est directeur de la Fondation Napoléon, il a aussi fait des études de droit, ce qui est important ce soir pour rencontrer la communauté des notaires de Paris et éventuellement leur clientèle. Il est l'auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur le consulat et le Premier Empire, mais pas que, Kennedy, Hitler en son repère et en son nid d'aigle, pour les ouvrages qu'il m'a généreusement offerts quand nous avons déjeuné pour la première fois ensemble la semaine dernière et sommes devenus bons camarades grâce à Napoléon. Et pas uniquement Napoléon. Il vient de publier donc pour Napoléon un manifeste, non pas pour défendre bec et ongle le bilan de l'empereur, mais plutôt un manifeste pour pouvoir faire de l'histoire calmement, sans avoir, sans arrêt, à affronter les procureurs, les déboulonneurs et les hystériques du présent et du futur. On va en parler avec lui et lui poser des questions sur ce livre et l'interroger avec à ma gauche Jean-François Sagot qui est président du Club du Châtelet. Mais avant cela, le mot du président de la Chambre des notaires de Paris, j'ai nommé Cédric Blanchet. Président Blanchet, permettez-moi de vous appeler ainsi, j'adore donner du président au président. Dès que j'en croise un, président Blanchet, on est ravis d'être chez vous, ravis que vous nous accueilliez, ravis d'accueillir Thierry Lenz ici même sur un si beau sujet comme celui de Napoléon. Merci David et bonsoir à tous. C'est également avec un immense plaisir que je vous accueille ici, place du Châtelet, dans l'hôtel de la Compagnie des notaires de Paris. Ce Club du Châtelet ouvre un cycle de conférences que la Chambre organise autour de Napoléon. Il marque la volonté de la Chambre de célébrer à sa manière ce bicentenaire impérial. Pourquoi cette implication du notariat parisien à cette occasion? La réponse est évidente. Le notariat moderne est né en 1803 sous le consulat, avec la loi du 25 Ventose en 11, qui a unifié la profession autour d'un statut toujours en vigueur. Ce renouveau du notariat s'inscrit dans la stratégie mise en place par Napoléon pour que le Code civil, voulu par lui et promulgué en 1804, devienne la loi de tous les Français. Oui, le notariat doit beaucoup à Napoléon. C'est la raison pour laquelle la Chambre des notaires de Paris a souhaité être partenaire de l'exposition Napoléon organisée à la Grande Halle de la Villette. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité vous inviter, cher Thierry Lenz, pour inaugurer ce cycle de conférences. Qui ne connaît pas aujourd'hui notre intervenant? Vous êtes présent dans tous les médias et votre dernier ouvrage pour Napoléon est un grand succès. Vous êtes depuis plus de 20 ans le directeur de la Fondation Napoléon, présidée par le prince Victor-André Masséna. Et on se demande comment le destin d'un pur Lorrain a pu rencontrer celui du plus prestigieux des Corses. J'ai cru comprendre que votre passion serait d'abord née de la lecture, lorsque vous étiez enfant, d'un ouvrage sur Napoléon qui vous aurait été offert en 1969 à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Depuis, vous avez coécrit une soixantaine d'ouvrages d'histoire, dont une grande partie sur Napoléon, les membres de sa famille ou de son entourage. Vous avez notamment été pour l'Académie des sciences morales et politiques et par l'Académie française.
Mais venons-en à l'actualité, et pour cela, remontons d'un siècle et écoutons l'éloge prononcé par le maréchal Foch à la célébration du premier centenaire de la mort de Napoléon. Napoléon, si le prestige de ce nom a conquis l'admiration de ce monde, il est non moins certain que son éclat grandit à mesure que le recul du temps permet de mesurer l'ampleur de la tâche accomplie. Un siècle plus tard, en 2021, la culture de l'effacement permet-elle encore de prendre ce recul pour mesurer ce que notre société doit à Napoléon? C'est en tout cas la conviction qui anime chaque page de votre dernier ouvrage, paru au mois de mars dernier. Dénonçant les rancunes et démontrant les manipulations de l'histoire, vous avez éclairé tous les aspects de la personnalité hors norme de Napoléon, avec un souci d'objectivité, lequel n'exclut pas pour autant l'admiration et l'étonnement. Vous avez pris un recul pleinement assumé de 2 siècles pour nous permettre de comprendre comment et en quoi le premier consul, puis l'empereur, a profondément marqué nos institutions et l'organisation de notre société. Je vous remercie d'avoir accepté d'en débattre ce soir, en compagnie de David Abiker, de Radio Classique, et de Jean-François Sagot, président du Club du Châtelet, et l'ensemble des auditeurs qui nous suivent en présentiel et en distanciel. Nous sommes très impatients de vous entendre. Merci beaucoup. Thierry Lenz, Cédric Blanchet, merci. Merci pour cette introduction. Thierry Lenz, je vais vous donner un peu le mode d'emploi de cette soirée. Vous avez un gentil flic et un flic un peu plus incisif. Le gentil, c'est moi. Celui qui est plus incisif, c'est Jean-François Sagot, qui a des questions d'une très grande précision, qui sont tranchantes, comme les juristes savent les poser. Mais comme vous avez fait du droit, je ne doute pas que vous vous en sortirez. Alors, je vais saisir la perche que m'a tendue le président Blanchet et vous demander qu'est-ce qui destinait un homme comme vous à travailler sur Napoléon, puisqu'il n'y a pas de fétichisme particulier, on a un peu fait connaissance, hein, je le disais. Vous n'êtes pas un nostalgique des ordres autoritaires, vous êtes un homme d'une extrême sensibilité, vous aimez la liberté, vous aimez vivre, vous n'avez pas besoin d'avoir un surmoi ou un père de rattrapage qui serait l'homme aux bicornes que nous honorons ce soir et dont nous parlons ce soir. Donc, que se passe-t-il? Bien, d'abord, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour ces mots d'accueil. Effectivement, vous posez une question qui m'est souvent posée et à laquelle j'ai toujours beaucoup de difficultés à répondre. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette période? C'est peut-être quelque chose qui va nous parler aujourd'hui. C'est que c'est vraiment une époque qui est à la charnière entre 2 moments de l'histoire de France, disons pour commencer, de l'histoire de l'Europe ensuite. C'est-à-dire d'une part un régime ancien, usé, mais qui n'avait pas que des défauts. Et puis à la place un régime nouveau, donc qui a la beauté du neuf et du progressisme, mais qui n'avait pas que de bonnes choses aussi. Et ces moments-là, il en existe quelques-uns dans l'histoire, Henri IV à son avènement, la Libération en 1945 et quelques autres, sont des moments où il faut choisir et où les excités et les doctrinaires choisiraient évidemment d'aller dans le sens de leur conviction, voire de leur lubie. Et puis là, on tombe sur un homme d'abord, bien sûr, mais aussi toute une génération de gens qui sont des gens, j'utilise le mot raisonnable, il faudrait bien sûr l'expliquer davantage. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, au-delà même du reste, hein, c'est-à-dire comment un petit bonhomme né à Ajaccio, dans une maison pas si petite que ça, dans une famille pas si pauvre que ça, mais enfin quand même, arrive au sommet de l'État. Il y a bien sûr aussi la question de l'épopée militaire, mais que moi j'aborde toujours à partir de la diplomatie, parce que on a fait dire à Clausewitz que la guerre est la continuation de la démocratie par d'autres moyens, et je le crois très profondément. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est venu après, c'est-à-dire cette légende souvent très exagérée, et puis cet océan bibliographique sur Napoléon. On dit toujours qu'il y a eu un livre par jour publié sur Napoléon depuis sa mort. En fait, c'est faux, c'est 2,5. Hein, donc, mais
enfin, on n'arrête pas de le dire, mais on ne nous écoute pas, c'est 2,5 en réalité. Thierry Lenz, pour vous résumer, c'est finalement cette période de transition où tout peut s'effondrer, où tout peut se reconstruire, on ne sait pas vraiment, cette période de transformation, c'est les périodes de rupture en histoire, on appelle ça comme ça, qui vous passionne, et puis derrière elle le bonhomme, ou alors le bonhomme comme ouverture vers cette période, c'est soit l'un soit l'autre. Oui, alors je dirais par exemple, pour parler du bonhomme, moi je n'ai pas une admiration sans borne pour Napoléon. Je pense que si nous étions des contemporains de Napoléon, on aurait beaucoup de difficultés à le supporter. C'était un homme toujours pressé, pas très aimable. Bon, il souriait de temps en temps, alors il paraît qu'il charmait tout le monde. Il était absolument pas drôle. Hein. Cherchez un seul mot d'humour de Napoléon, vous n'en trouverez aucun. C'était un homme un peu autoritaire. Sauf peut-être pendant cette période où justement a été fondé le statut du notariat, qui est cette très courte période des 3 premières années du consulat. Quand vous imaginez que cet homme, avec un entourage, c'est vrai, de très très grands spécialistes, on en évoquera tout à l'heure de toutes les questions traitées, mais avec une guerre civile en France, une guerre religieuse, avec 13 États en guerre contre la France, réussit quand même, pendant ces 3 ans, à faire adopter des lois qui existent encore 200 ans après. Bon, voilà, c'est tout. Hein, quand on voit aujourd'hui, alors c'est vrai, autre époque, autre mœurs, autre temps, autre façon de gérer l'État, mais ceci étant dit, rappelons quand même qu'il n'y a pas de fax, pas de voiture, pas de train, voilà, pas de téléphone, bon, tout ça, et tout ça fonctionne. À partir de 1805-1806, toute l'administration française est en ordre et les codes commencent à être véritablement bien appliqués par des magistrats qu'on a nommés en vitesse. Hein. Napoléon ne connaît pas tout le personnel. On nomme 1500 magistrats au début du consulat. Ben, il y aura 2 épurations. Alors au passage, bien sûr, on élimine les adversaires politiques, mais voilà. Mais le corps des magistrats a un très bon instinct de survie. Enfin, il n'est pas victime de darwinisme. Les périodes les plus bousculées de l'histoire font que le corps des magistrats se maintient. Enfin, le meilleur exemple, c'est l'occupation. Hein. Les magistrats, à la sortie de la guerre, ça continue tranquillement, quoi. Oui, alors je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas trop développer de ce côté-là, mais les juristes ont été décimés par la Révolution. Ils ont ouvert la Révolution, et puis ensuite, ils sont devenus des adversaires des hommes au pouvoir. Et alors évidemment, Robespierre était avocat, etc. Mais les juristes ont été complètement étouffés par le milieu de la Révolution, on va dire. Et au moment où Napoléon arrive au pouvoir, alors il y en a quand même quelques-uns qui ont survécu, les Portalis, Cambacérès, etc. Mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Et dans un premier temps, on est obligé de nommer les juges des tribunaux révolutionnaires, c'est-à-dire des gens incapables d'appliquer le nouveau droit, parce qu'il faut savoir l'interpréter, il faut savoir, juger un petit peu en équité à certains moments. Et donc, ça a été, c'est une tâche extra. Vous voyez, pardonnez-moi d'utiliser cette comparaison, elle est évidemment absurde, mais en ce moment, pour une fois, on parle, dans le retour des talibans en Afghanistan, de l'importance qu'ont les tribunaux sur la vie quotidienne. C'est vrai que, pardonnez-moi, mais la presse libre, la télé, tout ça, c'est bien important, mais c'est bien important quand on voit tout ça de loin. Les gens sur le terrain, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de juges qui jugent, ils ont besoin d'administrateurs qui ne soient pas corrompus. Alors, on retourne 200 ans en arrière, on est exactement dans la même situation, et les choix qui sont faits sont des choix d'une rigueur et d'une vigueur qui, évidemment, aujourd'hui, M. Corbière et quelques-uns viennent nous dire la dictature et compagnie, mais bon, si vous voulez, c'était une époque où on ne brûlait pas de bougies et où on ne berçait pas des nounours pour résoudre tous les problèmes du monde. Alors, nous sommes, Thierry Lenz, dans ce petit dégagement qui vise Alexis Corbière, avec lequel vous avez d'excellentes relations. En plus. C'est un prof d'histoire, me semble-t-il, ou de philo. Histoire. On est dans la tonalité de ce livre, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui est un livre qui nous oblige à dire « laissez-nous faire de l'histoire tranquillement, laissez-nous regarder Napoléon sans polluer les études historiques par les débats d'aujourd'hui ».
Et il faut le dire, la Fondation Napoléon, moi je pensais, avant de lire la biographie de Napoléon par Jean Tullard et de lire votre livre, que c'était un repère de Napoléon idolâtre. Et en fait, ils sont très critiques. Vous ouvrez les bouquins, Napoléon en prend plein les moustaches. Et donc on a affaire véritablement à des historiens. Alors, on parle de Napoléon ce soir parce qu'évidemment c'est l'année du bicentenaire, il n'est pas terminé, mais la fin de l'année approche. Quel bilan vous en faites et quelle a été la vertu de ce bicentenaire, au-delà de la célébration idolâtre, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, et au-delà de la simple commémoration qui n'aurait pas vraiment de sens, parce qu'on ne peut pas commémorer Napoléon comme on commémorerait la paix de 1945. Écoutez, le bicentenaire, d'abord, on peut dire il est réussi. Alors, il est réussi parce que c'est un bicentenaire qui a été célébré par le bas. À la Fondation Napoléon, nous avions créé un label 2021 Année Napoléon qui visait non pas à contrôler, mais à réunir les gens autour de tout ça. On doit en être à peu près à 250 événements. 250 événements qui vont de la petite manifestation locale à l'exposition de la Villette. Bon. Donc il y a eu un panel de choses qui ont... Vous comptez par exemple les reconstitutions de bataille? Oui, bien sûr, bien sûr. Là aussi, alors bon, on fait une première parenthèse, on reviendra au sujet après. Là aussi, souvent on est goguenard à côté de ça. Hein. En fait aujourd'hui, les historiens s'intéressent beaucoup plus qu'auparavant à la reconstitution historique qu'on commence à appeler l'histoire vivante. Parce qu'il faut voir, les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont très spécialisés dans la vie quotidienne du soldat. Or, la vie quotidienne du soldat, c'est l'anthropologie qui est aujourd'hui la grande mode des études militaires. Donc ils nous sont très utiles parce que ce sont vraiment des gens qui ont marché 40 km avec de mauvais souliers, qui ont tiré avec des fusils qui pèsent 25 kg, etc. Donc tout ça est intéressant. Alors, autre chose, et bien sûr, les simagrées qui peuvent accompagner parfois ce genre d'événements, des princes qui passent les troupes en revue, des choses comme ça. Tout ça n'existait pas dans la reconstitution historique il y a une vingtaine d'années, et puis il y a eu de ce côté-là une petite dérive. Mais le reconstituteur lui-même, c'est un personnage intéressant. Alors je ne dis pas que vous avez l'impression de parler à un grognard, mais il en connaît quand même pas mal. C'est un passionné. C'est un passionné, et c'est un passionné qui n'est pas foufou. C'est un passionné qui, je ne sais plus, celui qui jouait l'avocat Franck Sanson, qui a fait Napoléon dans les reconstitutions pendant 20 ans, me disait, il y a des gens à 50 ans, ils jouent au train électrique, moi je joue à Napoléon. Quoi. Voilà. Ça a des vertus historiques et ça permet de faire passer l'histoire. Vous m'avez parlé du bicentenaire. Je vous ai parlé du bicentenaire, mais je reste là-dessus parce qu'en fait, globalement, c'est une réussite. On parle de Napoléon. J'imagine que dans les écoles et dans les programmes, on a parlé de Napoléon, ou si on n'en a pas parlé à l'école, alors à ce moment-là, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. C'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. Il faut nous raconter une réunion un peu fondatrice qui a déclenché l'écriture de ce bouquin. Oui, écoutez, maintenant... Allez-y, lâchez les chiens. Oui, on va lâcher les chiens. Il se trouve que l'exposition, une grande exposition qui a lieu dans un grand lieu au nord de Paris, donc à la Villette évidemment, a été préparée à peu près depuis 2 ans. Et il y a eu une première réunion un peu fondatrice du projet, au cours de laquelle tout le monde avait été invité, les grands conservateurs de musées, les historiens, les administratifs, que sais-je encore. Et puis tout le monde a été très enthousiaste. Hein. Les conservateurs de musées disaient, moi je vous prête ceci, moi je vous prête cela, machin. Enfin, ça se voit jamais dans ce genre de réunion. Vous dites toujours, oui, si je m'enlève mon tableau, il n'y a plus personne qui va venir, etc. Bon, on est tous contents, voilà, les commissaires sont désignés, etc. Puis à ce moment-là, il y a un haut fonctionnaire qui lève la main et qui dit, oui, mais quand même, il ne faudra pas oublier de parler de l'esclavage, du statut des femmes, des millions de morts des guerres, que sais-je encore. Bref, il nous fait la liste de tous les poncifs de ceux qui connaissent l'histoire parce qu'ils lisent les journaux. L'absence de masque aussi. Et donc, moi, à ce moment-là, je prends la parole et je lui dis, écoutez, monsieur le directeur général, comme ça vous savez qui c'est, je vous propose un titre pour votre exposition, appelez-la « Contre Napoléon ». Parce qu'ils avaient peur, vous savez, comme ça se trouve un petit peu pas loin de la frontière, ils avaient peur que des bandes déferlent depuis la banlieue pour venir saccager, que les employés antillais refusent de travailler, enfin, etc. Enfin, j'en ai entendu à peu près de tout. En réalité, ce contre Napoléon est devenu ce pour Napoléon,
quand je fais une causerie sur ce sujet, je commence toujours par dire il ne faut pas être pour Napoléon. Hein. Parce que, évidemment, pour un historien, intituler un livre pour Napoléon, c'est d'abord prendre un risque, parce que personne ne tiendra compte de ce que j'avais écrit avant. On va dire, oui, voilà, c'est le fanamili, c'est le vive l'empereur de service. Mais simplement, il fallait le faire parce que je sentais venir ce qu'on a connu en 2005, ce qu'on a connu en 2015 au moment du bicentenaire de la bataille de Waterloo, c'est-à-dire toute une série de groupes qui allaient sortir de là, qui allaient dire il faut déboulonner ceci, il faut effacer cela, et ainsi de suite. Donc voilà comment est né ce livre. Et puis finalement, il est vendu dans la fameuse exposition, et apparemment il se vend bien. Non, mais ce livre, il est quand même né d'une exaspération. Oui, bien sûr. D'une exaspération. Oui. Il est né non pas contre des constats historiques, mais contre des procès anachroniques. Oui. Alors, quels sont les procès qui vous ont révolté et dont vous avez dit, mais il faut arrêter de faire les procès d'une époque qui n'est pas la nôtre. Mieux vaut s'intéresser à la réalité des choses. Vous pouvez les énoncer, ces procès qui arrivaient avec la grosse Bertha et qui finalement, on n'entend plus parler de grand-chose. Non, on n'entend plus parler de grand-chose. Je vous dirai mon avis pour vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais les grands sujets, ça a été le statut des femmes, ça a été les guerres, etc., etc. Et puis, évidemment, le sujet majeur, parce que c'est le plus sensible, ça fait partie de tout ce qui nous vient des États-Unis, c'est le rétablissement de l'esclavage. Alors, on peut en dire deux mots. Oui, Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802. Oui, encore, il a réinstauré le Code noir qui datait de Louis XIV. Et oui, toujours, il a interdit les mariages mixtes, il a interdit l'entrée des hommes de couleur sur le territoire national. Bon. Par ailleurs, cet homme-là, c'est un révolutionnaire. C'est pas un méchant, c'est pas Heinrich Himmler. C'est un révolutionnaire qui s'est battu justement pour ses valeurs de liberté pendant la Révolution, et notamment au moment du gouvernement jacobin. Bon. Une fois au pouvoir, il a annoncé Urbi et Orbi qu'il ne rétablirait pas l'esclavage. Il fait notamment une proclamation au peuple de Saint-Domingue en disant « Il n'est pas question qu'on vous reprenne les libertés qu'on vous a données ». Et je ne dirais pas qu'il y a un exemple, il y en a 10, 15, 20. Bon. Et puis, cet homme rétablit l'esclavage en 1802. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à un reniement pareil, hein ? C'est ça qui est intéressant à comprendre, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir changer les faits, aller tirer les oreilles, déchirer le décret, enfin bon, bref. Donc, qu'est-ce qui lui a pris, quoi, hein ? Bon. Alors, ce qui lui a pris, c'est une explication qui est évidemment toujours refusée par les racialistes, parce qu'il faut absolument que ce soit une décision raciste. Or, Napoléon, il n'y a pas de racisme, hein. Alors ils sont allés nous rechercher le général Dumas, si on a le temps, je vous en dirai deux mots. Napoléon, lui, il a une vision, on va dire, géostratégique sur l'affaire de l'esclavage. Il se trouve que le golfe du Mexique, c'est le premier producteur mondial de canne à sucre. La canne à sucre, c'est l'équivalent, on va dire, du pétrole aujourd'hui, enfin, pour quelque temps encore. Et donc, son idée, c'est, en reprenant en main les îles à sucre, comme l'Espagne, alliée de la France, possède tout le tour du golfe du Mexique, on va en faire un lac français, et la France deviendra l'Arabie saoudite de cette époque. Bon, c'est un projet sur lequel il va mettre des moyens, et parmi les moyens, il y a le rétablissement de l'esclavage, parce que le contexte international, les Anglais font des pressions sur les Français pour le rétablissement de l'esclavage, parce qu'ils ne veulent pas que ça se passe chez eux, évidemment. Il y a autour de Bonaparte, à l'époque, un très fort lobby colonial. Cambacérès a été l'avocat des planteurs, Barbé-Marbois, le ministre du Trésor, a été intendant de Saint-Domingue avant la Révolution, etc. Il y a tout un lobby. Alors avec mon camarade Pierre Brandin, on est allé voir le dossier du rétablissement de l'esclavage, et effectivement, il y a 40 mémoires dans le dossier, ils sont tous favorables au rétablissement. Et puis il y a un élément, alors là aussi que nos contradicteurs refusent d'entendre, c'est que Toussaint Louverture, le fameux général de Saint-Domingue, n'a pas tenu sa promesse par rapport au gouvernement français. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il y a eu des échanges, y compris d'ailleurs directement entre Bonaparte et Toussaint Louverture, à la fin desquels Toussaint Louverture a juré, craché, promis qu'il ne s'éloignerait pas de la République. Or, à partir de 1801-1802, il fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il va vers l'indépendance d'Haïti qui sera proclamée en 1804. Donc voilà, ça ce sont les raisons qu'un historien peut essayer d'avancer, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il trouve que l'esclavage c'est bien,
etc. Hein, parce que si vous voulez, il y a assez vite cette espèce d'accusation qui vous est faite. Hein. Vous regardez tous la télévision, évidemment, hein, vous voyez que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, on avait décidé avec quelques-uns de mes collègues d'aller au contact et puis d'y aller en historien, c'est-à-dire de ne jamais sortir de ce que je viens de vous résumer, on en avait un petit peu plus sous le pied, parce que c'était ça qui comptait. Si on ne connaît pas son histoire, on ne peut évidemment pas la comprendre, on ne peut pas comprendre son présent, et surtout, on n'a pas le droit d'en discuter. C'est-à-dire, moi, j'ai débattu à plusieurs reprises avec des représentants du CRAN et de je ne sais quelle association. Écoutez, quand vous creusez un tout petit peu leur connaissance Le historique... CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Voilà. Quand vous creusez un tout petit peu, ben, ils ne connaissent pas cette histoire. Ils ont lu quelque part que voilà, Madame Vergès ou Madame Taubira ont dit il y a eu un rétablissement de l'esclavage. Puis alors en général, vous vous retrouvez, je suis désolé hein, pour peut-être, ouais, je vais le dire quand même, vous vous retrouvez souvent avec une communauté, on va dire un petit peu martiniquaise. Or c'est les seuls qui ne se sont pas révoltés. Hein. C'est les Guadeloupéens qui sont, enfin pour ceux qui sont encore aujourd'hui dans la République, ce sont les Guadeloupéens qui se sont révoltés, ce sont les gens de Saint-Domingue. Voilà. Et donc je ne néglige pas leur mémoire, je la comprends et je veux la comprendre et je veux discuter avec eux. Mais je veux aussi qu'ils ne me demandent pas de renoncer à la mienne, parce que quand on m'accuse d'être, je sais pas quoi, le suppôt de Napoléon, son représentant sur Terre ou que sais-je encore, moi je suis un citoyen de ce pays et mon histoire, en plus je suis d'origine luxembourgeoise, donc si vous voulez j'ai peu à voir avec les négriers, mais bon, mon histoire c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est l'abolition de l'esclavage en 1994, j'en suis fier. C'est Napoléon, j'en suis fier. C'est la résistance, mais mon histoire, c'est aussi la collaboration. Est-ce qu'on peut dire, si on fait un parallèle avec quelqu'un qui a été au pouvoir très peu de temps et qui avait des idées très généreuses, je pense à Robespierre, qui était contre la peine de mort et qui était, je crois, un grand féministe. En tout cas sur le papier, et qui a dû renoncer, dans la force des événements et des circonstances, à des idéaux qu'il avait. Il les avait théorisés. Et c'est aussi pour ça que Robespierre est une des idoles de votre copain Alexis Corbière et de Mélenchon, parce qu'il est l'embryon de la gauche à cette époque. Je résume un peu, mais il y a un peu de ça. Mais Robespierre aussi, il s'est assis sur ses principes. Oui, alors, sauf que il y a tout un tas de domaines sur lesquels Napoléon ne s'est pas assis sur ses principes. C'est-à-dire que c'est un homme qui a assez rapidement annoncé ce qu'il allait faire et qu'il a fait. Hein. Alors, sur les femmes, vous me dites que vous avez eu affaire, vous avez fait un colloque où une femme a quitté la salle parce que vous appeliez un chat, et elle est sortie comme Adèle Haenel en faisant Thierry Lenz zéro, et elle est partie comme ça fièrement. C'est un scandale et elle a même claqué la porte. Elle est allée jusque-là. Qu'aviez-vous dit? Oui, c'est pire. C'est pire que ça. C'était une séance de formation des professeurs d'histoire, de géographie du secondaire. Bien. Alors, ce que j'avais dit, c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est-à-dire que moi, je suis évidemment pour la liberté des femmes. Je suis pour qu'elles vivent toutes leurs envies, leurs expériences. Le rappeler est suspect déjà, donc embrayez. Bon. Et donc, j'essaie de leur expliquer qu'est-ce que c'est que cette époque. C'est-à-dire, si on veut comprendre ce que le Code civil a décidé pour le statut de la femme, il faut d'abord aller voir comment les choses se sont passées. On dit toujours, et Madame Moreno, par exemple, dont on a vraiment besoin des avis historiques, Madame Moreno, on lui pose la question pendant un grand jury, le grand jury, qu'est-ce que vous pensez du bicentenaire de Napoléon? Elle éclate de rire. Déjà, un ministre de la République qui éclate de rire quand on lui parle de Napoléon, et elle ajoute, c'est le plus grand misogyne que j'ai jamais connu. Bon. Oui, bon, enfin bref, c'est vraiment, ça fait avancer le débat. Alors, simplement, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir d'abord que ce n'est pas la femme qui est, opprimée par le Code civil. C'est l'épouse et la fille. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est la même chose. Oui, mais c'est quand même important à saisir. Hein. La deuxième chose, c'est que toutes les règles qui placent au-dessus de la famille ce fameux bon père de famille qui est remplacé par la gestion raisonnable, c'est tellement moderne maintenant, tout ce qui donne l'autorité au père de famille,
est compensée, dans l'esprit des rédacteurs du Code, par une obligation de protection patrimoniale et personnelle. Bon, voilà. Je ne dis que ça. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas voilà. Simplement, moi je veux bien qu'on vienne critiquer le Code civil, mais vous parliez de Roby tout à l'heure. La Révolution n'a pas libéré les femmes. C'est-à-dire ça, c'est un lieu commun. Vous l'appelez Roby. Oui. Parce que je le connais bien maintenant. À un moment donné, j'ai eu un moment de doute. Est-ce que j'ai parlé de Roby Nash, le surfeur? Oui, oui, mais on entend dire la Révolution a libéré les femmes. Alors vous voyez bien un petit peu. Je n'ai pas dit ça. Non, vous l'avez pas dit. J'ai dit que ça faisait partie des bonnes intentions d'autres l'ont de dit. Robespierre. Et voilà. Bon, mais c'est absolument faux. Est-ce qu'il y a un souverain à l'époque qui fait mieux sur ces questions-là? Non, mais il y a des souverains qui n'ont rien fait et qui ont laissé faire des traditions d'organisation familiale, etc. On parlera tout à l'heure du Code. C'est une volonté de créer une société à travers le droit qui est l'idée du temps. C'est-à-dire que Napoléon, il ne vient pas en rétrograde, il ne rétropédale pas. D'abord, qu'est-ce que c'est le féminisme au moment de la Révolution française? C'est quelques auteurs qui, effectivement, Déclaration des droits des femmes, alors c'est Théroigne de Méricourt et toute cette équipe, mais c'est un petit embryon. Deuxièmement, qui les envoie à l'échafaud? Ce n'est pas Napoléon, hein. C'est le gouvernement de Robespierre. Qui revient sur les premières mesures et notamment fait dissoudre les clubs de femmes en France? C'est le gouvernement du Comité de salut public. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on aille taper sur Napoléon, mais il ne faut pas qu'on vienne le faire au nom de la Révolution française qui, en ce domaine, n'a absolument pas été progressiste. Comment expliquez-vous cette revisite du passé par des gens du présent qui bientôt se plaindront que les gens de l'époque médiévale n'aient pas ouvert des pistes cyclables ou n'aient pas pensé à ceux qui les suivraient, ou je sais pas, on fera peut-être le reproche de ne pas avoir été assez vegan à Henri IV, lui qui promettait la poule au pot pour tous les Français. Comment vous expliquez cette tendance-là qui c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'un historien, ça regarde la société. Quel est votre point de vue sur ces sociétés modernes qui vont inspecter le passé et faire des procès aux anciens, au-delà du siècle? Oui, écoutez, d'abord, ce sont des problèmes évidemment très vastes, mais bon, il y en a plusieurs qu'on peut évoquer. Il y a d'abord cette espèce de fin du collectif hein, qu'on ressent tous. Chacun veut se faire sa propre opinion. Chacun veut d'abord se faire sa propre opinion pour l'imposer aux autres, ce qui est quand même pas mal. On s'informe à travers des petites choses mignonnes sur les réseaux sociaux, etc. On ne lit plus, etc. Enfin, dites pas ça, vous vous enorgueillissez dans l'escalier d'avoir fait un tweet liké à 444 000 exemplaires. Oui, mais c'était pour Napoléon, donc c'était important. Attention. La deuxième chose, c'est évidemment le recul de l'enseignement historique. Ça, alors on a beaucoup parlé de tout ça ces dernières années, mais il faut savoir que ça date de 1975. 1975, c'est Giscard d'Estaing, c'est Aby, le ministre de l'Éducation nationale, et c'est le moment où on supprime l'histoire et les sciences humaines des programmes scolaires pour les remplacer par l'éveil. Vous vous rappelez peut-être ça, enfin. Et donc voilà, la machine était enclenchée. Alors on y est revenu un petit peu après, et puis on a eu le délire des années 2010 avec ce comité national des programmes dirigé par des gens qui ne parlaient la langue de personne, hein, on n'y comprenait rien, le référentiel bondissant, c'était un ballon, etc., etc. Tout ça couvert par Najat Vallaud-Belkacem qui encore aujourd'hui vient dire « j'ai été la grande réformatrice de l'école ». On avait eu avant mon excellent ami Luc Ferry, qui aujourd'hui donne des leçons de ministre de l'Éducation à tout le monde, mais qui à cette époque-là a appuyé sur le système qui consistait à donner à chaque élève l'occasion de se constituer à lui-même un socle culturel, n'est-ce pas ? Donc ça, on se fait applaudir avec des choses pareilles. C'est mon collègue, vous n'aurez pas de complicité en le mais je sais que comme on s'est parlé par radio classique interposée, en fait, moi je viens jamais le lundi, lui il est toujours là le lundi, donc c'est pour ça qu'on s'envoie. Donc en clair, on reproche à Napoléon de ne pas avoir été le profil idéal de social-démocrate danois ou suédois, quoi.
Oui, il y a un peu de ça, et puis vous savez, il y a, alors on revient à Najat Vallaud-Belkacem, il y a à cette époque-là un rapport qui a été fait par un conseiller d'État, rendez-vous compte, et qui propose de supprimer, enfin d'adapter les programmes scolaires de telle sorte qu'en disparaissent les hommes blancs, etc. Enfin, vous savez, la fameuse litanie habituelle qui fait que, ben voilà, je peux pas vous dire mieux. Et pendant des années, l'histoire de France, et notamment chronologique, évidemment, n'a pas été au programme. Et là, quand même quelque chose de positif. Jean-Michel Blanquer, très critiqué par ailleurs, mais pour d'autres sujets, a nommé à la tête du comité des programmes une professeure qui s'appelle Souad Ayada, et les programmes d'histoire, notamment ceux qui m'intéressent, sont progressivement en train de réintégrer l'histoire chronologique. Avec des vraies dates. Avec des vraies dates, et par exemple réintègrent dans les programmes le 19e siècle français. C'est-à-dire que ça n'était plus au programme. C'est-à-dire que les gens n'entendaient jamais parler de Louis-Philippe, de Napoléon III, etc., de la Commune, et ainsi de suite. Alors la Commune, il y avait toujours là un prof, on peut compter sur les profs pour faire allusion, mais voilà, c'était ça. Alors, comme je le dis parfois, et puisque nous sommes strictement entre nous, il y a beaucoup d'élèves qui ont dû être surpris d'apprendre qu'au XIXe siècle, il y avait eu autre chose que la conquête de l'Algérie. On a d'ailleurs commémoré la Commune cette année. Ça s'est Oui, fait. bien sûr, Ça s'est fait. bien Vous sûr. avez l'air dubitatif, mais ça fait partie de l'histoire. Oui, aussi mais pas des trop. Français. Enfin, c'est-à-dire, bien sûr, mais la Commune, vous savez, on la commémore tous les jours. Hein. On va au mur des fédérés, enfin, etc. Moi, j'ai eu un petit pic comme ça parce que bon, la Commune, c'est un épisode formidablement intéressant, poignant sur la fin de l'aventure. Vous l'avez etc. appelé épisode. Vous avez choisi votre... Oui, mais c'est bien sûr un épisode. Et on oppose toujours communards et Versaillais, mais ça ne veut rien dire. Ce sont les communards contre le reste de la France. Il ne faut surtout jamais oublier ça. Il y a eu des élections. Et ces élections n'ont pas donné la majorité à la tendance communarde. Rappelons quand même qu'il y avait un gouvernement légal, qui était le gouvernement de Thiers. Et je sais que quand on parle d'Adolphe Thiers, tout le monde grimpe au mur. Mais voilà. C'est son prénom, à mon avis, ça. Oui, mais alors là vous faites... Je vous titille un peu. Vous allez lui reprocher de ne pas s'être appelé Gilbert, hein, si ça continue comme ça. Et donc, si vous voulez, voilà, commémorons la Commune, mais il faudrait aussi un petit peu de temps en temps rétablir l'histoire. Et puis n'oublions pas que les derniers communards, un petit peu, comment dire, en désespoir, ont quand même mis le feu à la moitié de Paris, quoi. Bon. On va les laisser là où ils sont, les communards. Oui. Alors, sur l'héritage, vous avez cité le Code civil en introduction, mais je laisse cette partie monumentale à la sagacité de Jean-François Sagot. J'aimerais savoir ce que vous retenez dans cet héritage, dans une énumération qui ne soit pas trop longue, mais qu'est-ce qui nous est vraiment utile aujourd'hui, avec quand même un bémol, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à dire, mais on est dans un carcan administratif, dont une partie de son ossature est aussi héritée de Napoléon. Alors on se dit, voilà, on a une espèce d'exosquelette napoléonien, il est toujours là, certes il est toujours là, mais on aimerait bien avoir une combinaison plus souple. Quoi. Alors le général de Gaulle disait toujours, il n'est d'institution que d'homme. Alors évidemment, on a tous en tête la liste des institutions créées par Napoléon, les notaires, le Conseil d'État, la Banque de France, bon, etc. Je vais en oublier, il y en a des dizaines et des dizaines. Ces institutions, pour la plupart d'entre elles, continuent à exister, etc. Mais qu'est-ce qui fait marcher les institutions? C'est une espèce de fluide qu'on ne peut pas définir, qui est le pouvoir, qui est la volonté, qui est l'envie, qui est le courage, etc. Donc on peut dire qu'on a fait effectivement le squelette, mais que le squelette sur lequel il reste quelques lambeaux, il n'y a personne pour le faire bouger. Ce livre commence, bien sûr par rapport au code, par la phrase « Napoléon est en nous ». Ça c'est ma phrase. Et vous aurez noté que le président Macron, dans son discours, a dit « Napoléon est une part de nous ». Donc nous sommes d'accord sur Il a dit pareil pour Belmondo, alors je vais vous dire... oui. Méfiez-vous des discours du président. président. Nous avons beaucoup de parts en nous. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est... alors à côté de ces institutions, du code dont on va parler, etc., il y a tellement d'autres choses qui datent de Napoléon, alors qu'il n'a pas tout inventé, etc., mais qui nous paraissent aujourd'hui complètement naturelles. Je prends toujours l'exemple de l'alignement des maisons.
tout le monde disait qu'il faudrait que les maisons soient alignées. Napoléon, il a dit, à partir de demain matin, tout va être aligné. Alors on a commencé même à détruire des maisons qui dépassaient. Qu'est-ce qui fait que Paris est si belle aujourd'hui? Enfin, l'alignement des maisons, j'entends, c'est ça. Balayer devant... attendez, dans 50 ans, on dira peut-être, vous ferez le même compliment à Anne Hidalgo. Moi, je ne serai plus là. Vous direz, il y aura un historien d'Anne Hidalgo qui dira, elle a fait des travaux elle a déjà contre vents et marées, et regardez comme Paris est bien aligné aujourd'hui. Elle a déjà des historiens de son propre futur, n'est-ce pas? L'alignement des maisons, balayer devant sa porte, enterrer les morts à 6 pieds sous terre, enfin, etc. Tout un tas de choses que nous faisons assez naturellement, alors sans déflorer, si je puis dire, l'aspect code, mais il y a des choses qui nous paraissent complètement naturelles, sur les successions par exemple. On croit que c'est une loi de la nature qui fait qu'on ne peut pas déshériter, machin, etc., la part réservataire et tout le bazar. La part réservataire, c'est lui ? Oui, bien sûr, c'est dans le code de 1804. Donc voilà, ce sont des choses qui font qu'en effet, Napoléon est peut-être une part de nous, mais il est en nous, en tout cas. Et il est en nous par l'architecture, il est en nous parce qu'on parle toujours bien sûr de Napoléon III, mais Napoléon III met en œuvre le projet de Napoléon Ier qui avait été mis entre parenthèses pendant un certain temps. Voilà, il est à Bordeaux, il est à Lyon, bon voilà, c'est ça. Et puis il est aussi, mais ça, quand on dit ça, évidemment, les gars sortent le fusil et tirent dans le tas, il fait aussi partie de notre fierté d'être français. C'est quand même un moment de l'histoire qui s'achève par une immense catastrophe, mais où le nom français a été porté quand même très très haut. Alors je sais qu'il y a des gens à qui ça ne fait rien, mais moi ça me fait quelque chose, donc j'avais aussi envie de le dire. Vous l'avez dit. Vous m'avez dit aussi, Napoléon, c'est le retour des juristes au pouvoir, et ça m'offre une transition toute trouvée, pour vous placer entre les mains de Jean-François Sagot, qui est le président du club du Châtelet et qui va vous interroger sur cette partie qui concerne directement l'exercice du métier de notaire. Mais je ne vous lâcherai pas puisque vous m'aviez promis 3 anecdotes intimes sur Napoléon. Vous savez qu'il y a quand même, vis-à-vis de ce grand personnage, même si vous me l'avez dit, on ne sait pas finalement quelle était... On ne peut pas être dans l'intimité de Napoléon. Qui l'a été? Bon, il a passé sa vie à travailler, il a mis une distance entre lui et les autres. Mais enfin, vous avez quand même 3 histoires intimes de Napoléon à nous raconter. Mais avant cela, Jean-François Sagot. Merci David, merci Monsieur Lenz. Encore une fois, on est ravis de vous accueillir ce soir dans cette édition du Club du Châtelet. Nous en sommes, David le rappelait, dans la 26e saison, loin encore avant de pouvoir avoir notre bicentenaire et d'avoir des historiens qui se pencheront sur l'apport de ce club dans la réflexion historique. Alors, ces débats ont été déjà passionnants. Jean-François, vous cherchez une stèle ou une plaque? Ici, Jean-François Sagot anima le club du Châtelet. Et vous aussi, alors. On aura notre stèle commune. On a planté ces éléments de contexte qui nous permettent effectivement déjà de mieux connaître cette icône historique, mais aux multiples facettes, dont chacun nous a une part, j'ai cru comprendre, ça a été rappelé. Par tropisme, je vais vous attirer maintenant beaucoup plus volontiers sur un aspect qui nous concerne, la communauté des juristes et les notaires du Châtelet en particulier. Une question qui peut paraître béotienne, mais on sait que Napoléon s'était dit il me faut des masses de granit sur la base desquelles je vais extraire pour construire donc la France qu'il avait rêvée, et vous nous avez donné quelques exemples de la manière dont il est structuré. Alors le droit, finalement, nous avons, nous, un penchant naturel pour celui-ci, mais dans son œuvre et dans son intérêt réel, que représentait le droit? Avant de vous laisser la parole, j'ai trouvé une citation qu'on lui prête alors qu'il était confiné, pas pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui à Sainte-Hélène. Il aurait déclaré « Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Alors, est-ce qu'il y avait uniquement cette grandiloquence qu'on lui connaît, ce rêve d'éternité, ou est-ce que pour lui, le droit était réellement un élément important pour bâtir la France qu'il rêvait? Alors, il faut dire d'abord que Napoléon
est un homme du XVIIIe siècle. Ce n'est pas un visionnaire du XIXe, c'est véritablement un homme du XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'est le siècle du droit. C'est le siècle du droit public, mais c'est aussi le siècle, les premières grandes tentatives de codification, code qu'on a appelé le code Louis XV, mais qui n'a jamais été mis en vigueur, etc. Donc il y a déjà tout un vent de l'histoire qui va vers, on va dire, la fin de ce qu'on a appelé l'absolutisme, c'est-à-dire la décision finale sans procédure, etc., du monarque, du seigneur dans son fief, etc. Voilà, on va mettre tout ça en musique, on va réguler. La France est un pays qui s'est toujours beaucoup servi du droit pour assurer son unité, mais aussi pour assurer, on va dire, le pouvoir royal. Ça nous ferait remonter à Philippe le Bel, c'est peut-être pas la peine. Bon. Donc il est l'homme de ce temps-là. Hein. Deuxième chose, Napoléon a une formation juridique, évidemment pas aussi poussée que l'artillerie, mais il a une formation juridique. D'abord, il faut toujours rappeler, son père était avocat, docteur en droit, son frère aîné était docteur en droit, un de ses autres frères était aussi un juriste important. Il y avait à Ajaccio une très grande bibliothèque dans laquelle, évidemment, le père Bonaparte avait des livres de droit. On ne sait pas si le père a parlé de son métier avec ses enfants, parce qu'on a très peu de témoignages à ce moment-là. Mais on sait que les lectures de Napoléon, que ce soit à partir de l'école de Brienne, mais aussi après, une fois qu'il a été au pouvoir, il y a souvent des traités de sciences juridiques, etc. On en parlait tout à l'heure. Napoléon pouvait vous citer des phrases entières de Domat, qui était un homme qui avait mis le droit en maximes, et dont d'ailleurs beaucoup de maximes se retrouvent dans les articles du Code civil. Il pouvait vous les citer parce qu'il les avait apprises, il les avait lues étant jeune. Et puis, je disais tout à l'heure, on a découvert il y a quelques années, je devrais dire j'ai découvert il y a quelques années, que Napoléon a suivi des cours de droit public à l'école militaire de Paris. Alors, jusqu'à présent, on l'ignorait parce que le professeur en question faisait de l'allemand, et on ne savait pas encore qu'il faisait du droit, mais on a retrouvé un ouvrage qui a été écrit par lui et qui était le manuel de droit public pour les élèves de l'école militaire de Paris. Donc on voit que c'est toujours quelque chose, le droit est toujours quelque chose qui lui a parlé, et comme homme des Lumières, c'était évidemment l'élément structurant de la société. Enfin, d'ailleurs, je n'en vois pas d'autres entre nous, mais enfin, bon. Puis il a exercé le pouvoir en Italie, en Égypte, etc. Donc là aussi, il faut voir le nombre d'arrêtés qu'il a signé, etc. C'était pas l'ordre, le bon vouloir ou du général. Tout ça était argumenté. Il y avait des considérants, il y avait des articles, etc. Enfin bon, c'est pas non plus, c'est pas Gengis Khan, Napoléon. C'est un peu structuré. Et puis tous ceux qui l'amènent au pouvoir, parce qu'il n'y va pas tout seul. Tous ceux qui l'amènent au pouvoir, ce sont les hommes du début de la Révolution. C'est-à-dire les avocats, les magistrats dans les parlements, etc., ceux qui ont fait la révolution de 1789 et qui ont été progressivement éliminés. Alors, on ajoutera qu'en plus, Napoléon retrouve ceux qui étaient les plus malins, c'est-à-dire ceux qui ont survécu. Bon, les autres, si vous voulez, il ne faut jamais être le premier des révolutionnaires, ça se termine toujours mal. Bon. Et il se retrouve entouré de ces gens, et, son projet, c'est... Numéro 1, c'est le Code civil, puisque dans l'arrêté du 20 Brumaire en 8, c'est-à-dire celui qui crée le consulat provisoire, il y a un article qui dit « Les consuls prépareront un Code civil des Français ». Donc on voit que les brumériens, comme on pourrait les appeler, sont des gens qui, placent le droit, on va dire, au-dessus de tout. Et je termine en disant que l'entourage de Bonaparte, ce sont des juristes. C'est pour ça qu'on dit le retour des juristes, parce que Cambacérès, Portalis, Roederer, le président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, etc., ils sont tous juristes. Et donc, partant de là, comme les juristes sont gens joyeux, ils vont travailler tous ensemble, la main dans la main, à l'édification de cette œuvre. Alors, avant de revenir sur l'édification, David vous demandait un peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il le voyait donc exclusivement comme un matériau qui lui permettrait de structurer la France,
ou est-ce qu'il le voyait aussi une manière de rayonner au-delà en disant moi ce que j'ai pu faire, ça me permet de, grosso modo, d'exporter ce qu'on en a fait depuis, on y viendra, mais le modèle du Code civil français est une matrice qui depuis a été dupliquée, répliquée, souvent copiée, jamais égalée. Donc voilà, est-ce qu'il a déjà cette vue extérieure finalement? Alors pas au début évidemment, hein. Au début il s'agit juste de rétablir un peu l'ordre, d'assurer la paix, etc. et de faire ce fameux code, d'abord parce qu'il n'est pas conçu comme une suite d'articles commodément ajoutés les uns aux autres, mais c'est une véritable conception de la société, c'est-à-dire que les articles du code, au fond ça n'a pas tellement d'importance, ce qui compte c'est l'ossature générale, c'est ce qu'on a voulu en faire. Et je dis toujours, il n'y a pas bien sûr, il faut aller apprendre les articles, mais maintenant, moi, vous savez, mon dernier examen de droit, c'est 1982. Donc, j'ai tout oublié. J'ai appris qu'on avait changé les numéros du Code civil sur la responsabilité, ce qui m'a complètement... Alors là, le peu de choses que je savais... le Code civil a été très peu touché jusqu'en... On va dire jusqu'en 2004, et malheureusement depuis... Et alors le 1382 n'existe plus sous ce numéro. Non. Et voilà. C'est ce qui m'avait permis d'avoir ma seule bonne note en droit civil. Je vous rappelle que c'est une conférence en français. Hein. Ouais. Bon, donc les principes, c'est quoi? C'est les principes de la Révolution française. Le premier principe, c'est l'égalité devant la loi. Bon, l'égalité des citoyens. Le Code l'assure. Le deuxième principe, c'est la liberté de contrat, la liberté contractuelle. Le Code l'assure ou l'assurait. Le troisième principe, c'est la non-confessionnalité de l'État. C'est-à-dire une espèce de laïcité light, quoi, hein, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que c'est l'État qui tient l'état civil, bon, etc. Et puis, la cellule familiale, bien sûr, on peut aller voir les détails, les machins, etc., mais c'est une cellule familiale pyramidale avec à son sommet un bon père de famille. Hein. Voilà. Et bien sûr, la sacralisation de la propriété privée. Donc voilà. Partant de ces idées, Napoléon, il n'a pas été rédigé les articles du Code, il en a rédigé très peu, mais voilà, partant de ces idées, les juristes avaient une voix. Enfin, vous le savez tous, évidemment, mais il y avait eu 3 projets précédemment, hein, qui étaient à chaque fois d'ailleurs idéologiquement différents, mais assez bizarrement dirigés tous par Cambacérès. Ça prouve que l'homme était un peu ondoyant, hein, mais... bon, et finalement, là aussi, c'est quand Napoléon désigne Cambacérès, parce qu'on l'oublie, Cambacérès, toujours, on parle toujours des 4 de la première commission, parce qu'il y a eu tellement d'autres choses après. Cambacérès, il a pris ses dossiers, puis il a commencé à regarder tout ça avec ses 4 camarades, Portalis, Tronchet, Maleville et... Bigot de Préameneux, évidemment. Alors justement, si on vient maintenant sur la manière dont il a réussi cette œuvre qui avait été entreprise, vous l'avez rappelé déjà à 3 reprises, depuis 1792, jamais couronnée de succès. Plus tard, vous savez, on dit que, bien plus tard, De Gaulle disait que ce pays est ingouvernable puisqu'il y a trop de spécialités fromagères. On se retrouve avec une France, de ce point de vue-là, qui est totalement une mosaïque, avec plusieurs droits écrits, plusieurs coutumes. Alors, comment arriver, donc, ce qu'on pourrait, le parallèle aujourd'hui, ça serait avec l'anachronisme qui convient, c'est tous ces régimes spéciaux. Et on voit que sur certains régimes spéciaux, il est compliqué pour les gouvernants d'arriver à faire une synthèse et faire passer une matrice unique. Alors, quel était son secret, quelle était sa méthode? Est-ce que c'est empreint d'une autorité qu'on lui connaissait naturellement? Est-ce que ça a été un fin diplomate? Voilà, quel est le secret dont on pourrait peut-être donner certains éléments? Je dirais que c'est un petit peu tout ça, hein. C'est-à-dire à la fois, bon, c'est un homme qui sait où il va et qui se donne parfois les moyens d'imposer ses décisions, hein, il faut quand même le dire, même si d'ailleurs à l'époque de la rédaction du Code civil, tout ça est encore assez collégial, hein. Enfin, bon, il y a un homme qui tranche, c'est vrai, mais enfin, on peut se permettre beaucoup de choses avec Bonaparte à ce moment-là. La deuxième chose, c'est comment dire, le ras-le-bol généralisé dans le pays. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'où on sort. Hein. Et au fond, les quelques actions de maintien de l'ordre un peu vives, elles sont approuvées en général. Hein. Et puis je dirais qu'il y a un troisième élément, c'est le courage politique et l'explication ensuite.
hein. Parce que, évidemment, on aurait pu faire des conventions citoyennes et des choses comme ça. Non, c'est parti d'en haut. Et ça, il faut dire quand même que ça a fonctionné. C'était pas évident, hein, de mettre en œuvre un code civil parce que les magistrats étaient, comme je vous l'ai dit, inexistants, généralement assez peu cultivés, voire même parfois mauvais lecteurs. Ils étaient assez mal payés, donc ils avaient toujours une deuxième profession. Évidemment, leur profession de magistrat pâtissait de tout ça. Et puis il fallait lire le code, il fallait le comprendre, et puis il fallait lire la jurisprudence. Parce que, alors bien sûr, ça ne date pas de cette époque-là, mais si vous allez voir les arrêts de la Cour de cassation de l'époque napoléonienne, ils sont alors pas plus exactement comme ceux d'aujourd'hui, puisqu'on ne dit plus dame ceci, dame machin, il n'y a plus d'attendu et compagnie, mais c'est pour les plus anciens d'entre nous, on n'est pas du tout dépaysé, quoi. Comment il a, pardonnez-moi, mais quand il installe le Code civil, ou qu'il l'instaure, comment il le fait connaître et comment il répand cette nouvelle culture juridique sur le territoire? Alors je vous renvoie au titre 1 du Code civil qui traite de la promulgation des lois. Oui. Voilà, et Nul donc, voilà, on a fixé. Alors d'abord, il faut toujours redire que on dit toujours le code, c'est les quatre qu'on a cités tout à l'heure. En fait, les quatre n'ont fait que l'avant-projet. Ensuite, cet avant-projet a été envoyé à tous les juges des tribunaux d'appel et de cassation, et du tribunal de cassation, donc qui ont donné leur avis. L'avis est remonté au Conseil d'État qui a nommé une nouvelle commission dans laquelle, je crois, de la commission d'origine ne restait que Tronchet ou quelque chose comme ça. Bon. Pardon, mais enfin, on a du mal à se représenter une telle usine à gaz de concertation, de production d'articles de droit, descendre, remonter, sans la fibre. Comment ça se passe? Oui, mais je crois que c'est parce que d'abord ça se passait avec des transports, enfin, etc. Puis on faisait venir les magistrats à Paris pour qu'ils travaillent. Hein, enfin voilà. Ensuite, il y avait la tête de Cambacérès et de tous ceux qui étaient autour de lui, qui ont, bien sûr, on ne demandait pas aux gens de modifier tous les articles, on leur demandait des avis sur les articles qui avaient été préparés dans l'avant-projet. Et puis ensuite, on a déposé ça devant le Conseil d'État, et il y a eu 106 séances de travail du Conseil d'État, dont 52, alors disons la moitié, présidée par Bonaparte en personne. Et là, on a pris article par article, et puis on a discuté. Alors malheureusement, beaucoup des archives du Conseil d'État ont été brûlées au moment de la Commune, nous y revoilà. Et donc on a très très peu, on a des bribes. Et pour la malchance de Napoléon, a échappé à l'incendie la séance sur le droit des femmes. Donc c'est celle qui est le plus commentée. Dommage. Toujours, oui. Donc le 30 Ventose en 12, le 21 mars 1804, il ordonne ce Code civil des Français, enfin. Ouais. Alors nous, notaires, on a, c'est peut-être une mauvaise lecture de la frise historique, mais on se souvient qu'il y a une autre loi organique, celle du 25 Ventose en 11, donc le 16 mars 1803, juste un an avant, qui donne le statut du notariat. Là aussi, c'est une matrice qui reste parfaitement aujourd'hui efficace, active, qui a été répliquée dans d'autres notariats du droit continental. Alors, est-ce que c'est une volonté qu'il avait, David le soulignait, de se dire « je vais avoir une œuvre codificatrice à faire connaître et appliquer auprès des concitoyens. J'ai un corps de magistrats qui tranchera les conflits, qui doit être instruit de cette loi nouvelle, mais il me faut aussi ces gardiens des consentements, ces gens qui délivrent un conseil, et donc il le met en place un an avant. Oui, mais il y a aussi un problème de sécurité juridique qui était posé à cette époque-là, c'est-à-dire que tout ce qui touchait à l'organisation de la société était élu depuis le début de la Révolution. Donc forcément, vous imaginez ce que ça pouvait être, encore quand il y a quelques élus, mais quand tout le monde est élu, le clientélisme, l'absence, etc. Je crois que c'est un tout. D'abord, le code est véritablement fini en 1802, et on commence à le présenter, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il a quand même été voté par les chambres aussi, le code civil. On a commencé à le présenter aux chambres en 1802. Il y a eu un problème avec l'opposition de Bonaparte dans les chambres, donc on a retiré les projets,
on a découpé le projet en 36 lois, et puis ensuite on les a fait passer les unes après les autres. Donc pendant ce temps-là, eh ben, la fête continue, hein. Les notaires sont réorganisés, les avocats c'est un petit peu plus tard, les avoués, enfin, etc. Toutes les professions juridiques qui sont au fond des professions de service public. Alors on ne disait pas à l'époque que les personnes privées chargées d'une mission de service public, mais dans l'esprit de Bonaparte, tout ça c'est du service public. Alors que ce soit affermé, concédé, donné par charge ou quoi que ce soit, il fallait que ça fonctionne, donc il fallait là aussi des textes, des lois pour organiser tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais comme je ne connaissais pas bien la réponse, j'ai essayé de... Bah, écoutez, on gardera cette antériorité et nous, ça nous conforte dans l'idée qu'il y avait part une idée des derrière la tête. notaires, vous savez, tout part des notaires. Je me demande même si Dieu, au moment de la création, n'a pas d'abord demandé à son notaire s'il devait... C'est l'historien qui le dit, écoutez. Alors, ensuite, je vais repasser la parole à David, puisque je sais qu'il attend impatiemment les 3 anecdotes que vous souhaitiez nous livrer. Sur le fond, vous avez déjà commencé à largement aborder le sujet sur les injustices qui sont faites aujourd'hui avec une relecture avec des yeux qui ne sont pas ceux que doit avoir un historien sur les principes pris, les postulats pris par le modèle de société revendiqué et assumé par le Code civil. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-unes? On a évoqué effectivement peut-être la place des femmes. Est-ce qu'on peut évoquer la filiation, par exemple, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on fait comme mauvais procès en le lisant d'une manière qui n'est pas convenable aux yeux de l'historien? Moi, je connais très peu l'époque contemporaine. Il faudra que je revienne vous voir dans 200 ans, mais si vous voulez, je crois, alors évidemment, on a tous des idées sur ces histoires de filiation, bon, etc. Ce qui compte, ce qui a longtemps compté, c'est que l'ossature du code ne soit pas changée. Dans son discours introductif, Portalis l'avait dit, hein, il avait dit, mais attention, le code doit s'adapter aux mœurs, et ainsi de suite. Dans son esprit, c'était la jurisprudence qui devait le faire. Parce que ça, on oublie toujours, hein, mais le code, pourquoi est-il si bien écrit et si bref? C'est parce qu'il croit que c'est la jurisprudence qui doit... J'ai vu récemment les nouvelles éditions du Code civil. Moi, quand je faisais mes études, c'était un petit truc comme ça. Il y en avait déjà beaucoup, mais alors là, c'est devenu complètement... Donc, c'était l'importance de la jurisprudence. Donc, moi, je pense que tant qu'on ne touche pas à l'ossature... Le modèle social du Code civil va rester. Alors, c'est vrai aussi, alors malheureusement, je n'ai pas suivi ça, mais je sais que la réforme du droit des contrats, il y a quelques années, a fait quand même contrat et obligations. Alors, il paraît que ça simplifie le travail des étudiants pour la cause, et enfin, etc. Mais il y a un mot qui a remplacé qui est tout aussi incompréhensible, si on m'a bien expliqué. Et donc, voilà, bon, les lois sont quand même faites... non pas pour s'adapter aux mœurs, mais enfin pour tenir compte des grandes modifications des mœurs. Donc on ne peut pas non plus, parce que sinon on aurait encore des femmes soumises qui devraient nous demander l'autorisation pour aller faire des dépenses, etc., auxquelles on aurait le droit d'exiger tout un... Bon, c'est quand même très heureux que ça ait changé. Pardonnez-moi, là on part un peu dans tous les sens, mais je voudrais juste dire que lorsque Madame Moreno, notamment, critique le Code civil parce qu'il est misogyne, il faudrait quand même lui rappeler que l'égalité juridique, ça date de 1947. Hein. Donc ça veut dire que la Troisième République et quelques autres ont trouvé ça très très bien. Que la fin des obligations de la femme vis-à-vis de son mari, ça doit être 75, je crois, ou quelque chose, 1975. Donc vous voyez, Napoléon, le plus grand misogyne de tous les temps... 85. Beaucoup, c'est 85. 85, ouais. Bon. Donc, j'ai pas entendu dire que Jean Jaurès avait un grand projet pour l'égalité des femmes, que Léon Blum s'était battu pour une réforme du code et le vote des femmes. Il a écrit un livre sur le mariage. Non, c'est point. Oui, c'est Blum. C'est Blum, oui, oui. Donc voilà, si vous voulez, c'est un peu l'histoire, disait René Raymond, il faut toujours citer René Raymond à la fin d'une soirée. René Raymond disait l'histoire... C'est pas la fin, il y a un apéro. Ah, c'est pas encore fini. René Raymond disait l'histoire, c'est l'apprentissage de la complexité. Voilà. Est-ce qu'il a respecté ce code civil, Napoléon, de son vivant, ou est-ce qu'il s'est exonéré de la loi qu'il fixait pour les autres? Il a travaillé.
Je pose des questions non, non, en fait, de curiosité plus que oui. de... Alors en fait, il n'a pas respecté le code civil pour son divorce avec Joséphine, puisque dans le code était prévu qu'on ne pouvait divorcer d'une femme de plus de 46 ans, je crois, et elle en avait 2 de plus, quoi. Pour quelle raison? Parce que c'était cette pour la fameuse protéger. contrepartie de la protection. Donc, par exemple, je réponds à votre question après, mais il y a toujours une espèce de grand scandale qui est avancé, etc. Et c'est vrai que c'est un grand scandale. En matière d'adultère, le mari ne commet, dans le code de 1804, l'adultère que s'il a lieu au domicile conjugal. Bon. La femme, elle, est toujours en situation d'adultère, même si c'est en dehors du domicile conjugal. Alors c'est un scandale épouvantable, mais si on se met à la place des juristes de cette époque, c'est tout ce que je demande, hein, je ne dis pas que c'est bien, évidemment, quoique. Qui devait compter de nombreux cocus aussi. Oui, mais il y en a toujours eu, hein, vous savez. Et donc je ne sais plus où j'en suis. Si on se met à la place des juristes par rapport à cette géométrie variable. Alors, il y a une chose qui est sacralisée, c'est le domicile conjugal. Donc voilà, hein, le lieu sacré de la famille, c'est le domicile conjugal, donc on le protège. Bon. Et puis il y a une deuxième chose qui est sacrée, pardonnez-moi mesdames, mais c'est comme disait Napoléon, le pommier qui donne ses pommes, c'est-à-dire la mère. Hein, puisque, enfin on ne va pas entrer dans tous ces détails, mais la paternité est définie par rapport à la mère. Donc si vous voulez, voilà, c'est une espèce de protection de la société de l'époque, autre temps, autre mœurs, quel scandale, etc. Mais c'était comme ça. Et voilà. Alors la question après, c'était... A-t-il respecté? Oui, vous alors dites donc, que non. Il ne respecte pas le code parce qu'effectivement, il n'a pas le droit de divorcer de Joséphine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est quand même l'empereur. Il fait une réforme constitutionnelle, un senatus consulte qui s'applique à lui seul. On a connu d'autres chefs d'État plus modernes qui faisaient voter des lois pour pouvoir se les appliquer ensuite. Ça n'a pas daté que de Napoléon. Alors, effectivement, quand on est enfant et fasciné par Napoléon, on n'a pas de problème de connexion intime avec le bonhomme. On se l'imagine avec ses petits soldats, les aventures, les disques, les livres, etc. Une fois qu'on est adulte, on a moins d'imagination. 3 clés d'entrée dans ce qu'était l'homme. Très rapidement, parce que nous arrivons au terme de cette soirée. Alors, d'abord, une remarque préliminaire. C'est que savoir qui était l'homme Napoléon n'a aucune importance. Et je dirais même qu'il n'a aucun intérêt. Ça nous brouille ce qui est autre chose chez lui, c'est-à-dire les grands hommes, quelque chose, cette espèce de spécificité, de folie, de travail permanent. Vous savez, on n'est pas un grand homme le matin et puis à midi on arrête pour aller manger avec son épouse et puis voilà, on est un grand homme tout le temps. Bon, ça c'est Napoléon. Donc effectivement, les anecdotes domestiques, elles ont un petit côté amusant, mais elles ne disent rien sur l'importance historique et le travail politique de Napoléon. Parce que d'abord, sa vie privée, c'était pas son truc, quoi. C'était pas, il travaillait tout le temps, y compris quand il allait jouer à Colin-Maillard dans les jardins de Malmaison, il continuait à penser. Bon, voilà. Donc ça c'est la première chose. Alors, vous m'en avez demandé. Mais il a quand même joué à Colin-Maillard. Oui, bien sûr, mais il jouait à Colin-Maillard, il a joué au billard, il a joué à des tas de jeux. Vous savez, il n'était pas drôle, mais joueur. Il trichait d'ailleurs en plus. Hein. Vous voyez qu'il y a des détails. Oui, il y a des détails, mais bien sûr, ils ont été surétudiés. Il y a plus les mystères. Pourquoi mettait-il la main dans son gilet? C'est parce qu'il avait 6 doigts. Ça, c'est un truc anglais. Enfin bon, etc. C'était un monstre à 6 doigts. Bon. Donc, alors des petites histoires. Vous voulez des histoires? Alors, j'ai d'abord deux qui vous paraissent édifiantes. Non, pas édifiantes, qui ont fait couler beaucoup d'encre parce qu'au fond, on n'en saura jamais rien. Et pardonnez-moi l'expression, mais on s'en fiche complètement. Quoi. Bah par exemple, pas. Moi, je ne veux pas vous forcer. Une de ses maîtresses. Si vous préférez continuer à parler du Code civil, continuez à parler du Code civil. Mais quand même. Voilà. Alors, c'est net. Nous sommes dans le cabinet de l'empereur ou du premier consul à l'époque, et le valet de chambre qui s'appelle Constant entre et dit Mademoiselle Tartampion est arrivée. Qu'elle attend? 20 minutes plus tard, Mademoiselle Tartampion est toujours là. Qu'elle se déshabille. Bon. On passe encore un petit quart d'heure, et puis le valet est toujours là, et Napoléon, qu'elle se rhabille et qu'elle s'en aille. Voilà. Donc,
c'est pas très drôle, mais... Bah, c'est misogyne, hein. Là Ouais. vous creusez votre tombe. Hein. Et alors Là, maintenant, mais non, mais écoutez, pas chez les notaires, le notaire est juste. Et l'autre histoire, ça tient au même truc, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui nous fait rire. C'est une maîtresse de Napoléon qui racontait que, et on en a fait grand cas, etc., plus à l'autopsie, on a constaté qu'il n'avait pas tous les attributs, bon, etc. Et donc, elle raconte que, en fait, elle s'ennuyait tellement au lit avec Napoléon qu'avec son doigt de pied, elle avançait le réveil qui était au bout du lit, enfin, je ne sais pas, ou sur la table de nuit, que sais-je, je ne sais pas dans quelle position ils étaient. Et donc, en fait, l'empereur s'apercevait qu'il avait dépassé le temps qu'il voulait consacrer à son repos du guerrier, et donc il la laissait, il repartait. elle avançait la grande aiguille Oui, avec son pied. Voilà, et elle avait donc... Il fallait bien qu'elle s'en serve d'une façon ou d'une autre. Exactement, voilà. Sur ces considérations, un dernier mot sur sa façon de travailler. Ah, la façon de travailler. Il a lui-même décrit sa façon de travailler, et en fait, quand on regarde la documentation, il n'a pas menti. Il a toujours dit, moi, ma tête, c'est comme une grande armoire avec des tiroirs. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre un tiroir, je prends ce que j'ai besoin dans le tiroir, je le remets dedans, et je referme le tiroir, et je passe à autre chose. Et ça, on le constate, par exemple, il y a une de nos membres correspondantes de la Fondation ici, on le constate dans la correspondance de Napoléon. C'est-à-dire que le rythme des affaires est exactement ça. C'est-à-dire, tout à coup, il a décidé de s'occuper, je sais pas quoi, de l'industrie. Alors, il y a 30 lettres sur l'industrie. Puis après, il a fini, il referme le tiroir, il veut s'occuper des cultes. Allez, il y a 30 lettres sur les cultes, etc. etc. Et c'est donc quelqu'un qui, comment dire, il met son énergie sur les problèmes les uns après les autres. Puis il faut dire aussi qu'il travaille tout le temps. Hein. Alors, on dit qu'il ne dormait pas beaucoup, ce n'est pas complètement exact. Il dormait 6-7 heures par jour, mais il avait cet avantage de dormir quand il voulait. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait être au Conseil d'État, et puis il y avait un conseiller d'État barbant, il faisait un petit roupillon de 10 minutes, et puis il repartait après. Hein. C'est pareil, il se relevait la nuit, il se recouchait, mais il se rendormait, enfin bon, voilà. Mais c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, on aménage ses voitures pour qu'il puisse y travailler, y dormir, y manger, enfin, etc., pour ne pas perdre de temps. Et puis, il appelle les conseillers d'État, les ministres, en pleine nuit, quoi, hein. On ne peut pas dormir avec Napoléon. Hein. On ne va pas au bal. Je vais vous prêter Thierry Lenz. Un micro va circuler et notre homme est à vous. S'il y a des questions. Il y a une question, au fond, à monsieur à cravate rouge. Il est là-bas, près de la régie. Oui, bonjour et merci pour votre intervention, monsieur Lenz. Pierre Laurent, notaire dans cette maison. Vous nous avez parlé un peu de la légende dorée, certains ont parlé de la légende sombre de Napoléon, c'est un débat assez classique. Le juriste que je suis, c'est toujours un petit peu étonné, je dirais, non pas de la mauvaise réputation, mais de l'absence d'intérêt du code de commerce que Napoléon a permis de publier. Parce qu'on trouve dans le code civil beaucoup de nouveautés ou beaucoup d'ambitions. Vous l'avez dit, l'égalité, la liberté, etc. Une vision du couple, qui est peut-être aujourd'hui dépassée, mais enfin qui a fait ses preuves. Le code de commerce apparaît comme étant le mal-aimé, ou en tout cas l'inconnu de l'équipe. Bon. Et nous, dans notre activité, on en a quand même beaucoup besoin. La loi Le Chapelier nous a montré qu'il y avait quand même des nouveautés. Alors, on l'a appelé le code des boutiquiers pour se moquer un petit peu de lui. Mais vous, qui êtes historien, quel est votre regard sur ce code? Et pourquoi, d'après vous, il y a eu un phare, et puis derrière, eh bien, je dirais qu'il y a un petit chariot ou un petit frère qui suit péniblement, alors que quelque part, on en a quand même énormément besoin. Oui, alors je pense que, alors je sais pas, bien sûr, je suis un peu comme vous. Hein, moi, je suis désespéré de ne pas trouver d'études. D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour un livre collectif qui nous ferait quelque chose sur le code de commerce. Voilà, donc l'appel est lancé. Je crois avoir compris que le code de commerce est d'abord un code disciplinaire. C'est-à-dire que Napoléon se méfie des commerçants
commerçant, il se méfie des hommes d'affaires. La Révolution a prouvé qu'il avait quand même assez raison, et qu'au départ, ça a été ça l'intention, hein, c'est-à-dire de les mettre dans un carcan. Voilà, alors maintenant sur le reste, je n'ai pas d'informations complémentaires là-dessus. Ça n'est pas, au fond, pour lui, le commerce, excusez-moi, mais c'était un peu une activité sociale un peu secondaire par rapport à la grande activité sociale qui était l'organisation de la vie civile, et puis surtout le code pénal, hein, qui est quand même le deuxième sur lequel il a été beaucoup fait. Hein, voilà, mais une bien pauvre réponse pour une question aussi riche. Oui. Monsieur. Oui, Vincent Toussaint, je suis le directeur des éditions Francis Lefebvre Notaire, et je voulais vous poser une question, Monsieur Lenz. Je souhaiterais que vous puissiez établir, ou plutôt rétablir, une vérité sur le rôle exact qu'a joué le notariat dans l'issue de la bataille de Waterloo. Je fais allusion, vous l'avez compris, à l'anecdote selon laquelle Emmanuel de Grouchy aurait été retardé, n'aurait pas marché au son du canon comme le général Gérard l'invitait à le faire, puisqu'il était en train de manger des fraises chez un notaire. Alors c'est quand même une tâche un petit peu dont les notaires peinent à se défaire, et je crois que tout le monde vous saurait gré ce soir de bien vouloir rétablir la vérité et indiquer les raisons pour lesquelles Grouchy n'a pas voulu rejoindre Napoléon contre Blücher. Merci par avance. Alors d'abord, il a mangé des fraises. J'ignorais que c'était chez un notaire, mais bon, il a mangé des fraises parce que c'était la saison des fraises. Je pense que si ça avait été la saison des pommes, il aurait mangé des pommes. Bon, voilà, on lui a offert un panier de fraises qu'il a mangé. Alors, plus, non pas sérieusement, mais enfin plus historiquement, la question de la bataille de Waterloo, elle est vite réglée. Hein. C'est le commandant en chef de l'armée qui est le responsable de ce qui se passe. Et Napoléon a été excellent dans les 2-3 premiers jours de la campagne et très mauvais le 4e jour, hein, c'est-à-dire le jour de la bataille de Waterloo. D'abord, après la bataille de Ligny, le 16 juin, où les Prussiens ont été battus, ça a été une bataille très 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 meurtrière. Napoléon n'a pas immédiatement lancé la poursuite, hein, ce qui fait que lorsqu'il lance Grouchy, justement, avec son corps d'armée à la poursuite des Prussiens, Grouchy a 15 heures de retard à peu près. Donc déjà, pendant toute une demi-journée, Grouchy ne sait pas où sont les Prussiens, c'est-à-dire 100 000 et quelques soldats, hein, quand même. On n'arrive pas à les retrouver. Hein. D'ailleurs, il y a des escadrons de cavalerie qui partent très au sud, etc., parce que Napoléon s'est fait prendre à son propre piège, c'est-à-dire qu'il avait coutume de dire « moi je vais décider ce que va faire mon ennemi », et là il avait décidé que s'il battait les Prussiens, eh ben, il repartirait vers l'Allemagne, sur leur ligne de communication. Or, ce qu'il ignorait, c'est que Blücher et Wellington s'étaient mis d'accord pour ne jamais se séparer. Alors on sait que Blücher a tenu sa promesse, on est à peu près sûr que Wellington ne l'aurait pas tenu, lui. Hein. Donc la malchance, c'est d'être tombé d'abord sur les Prussiens. Mais bon, voilà. Ça, c'est la chose. Donc Napoléon n'a pas du tout une grande vision tactique de ce qui va se passer le jour de la bataille de Waterloo. On parlera de Grouchy à la fin. Pendant la bataille de Waterloo, Napoléon commence à vouloir faire une manœuvre. En fait, son idée, c'est toujours de même qu'il a rejeté les Prussiens vers l'Allemagne, il veut rejeter les Anglais vers la mer. Donc, il les pousse en direction de la mer. Or, ça ne va jamais fonctionner parce que mauvaise préparation, combats frontaux, et puis surtout, en face, un général, on critique toujours Wellington, mais Wellington s'est battu avec les armes qu'il avait, c'est-à-dire résister, jusqu'à ce que les Prussiens arrivent. Bon, voilà. Donc, et il a parfaitement réussi, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, il a été assez malin dans son dispositif. Ce jour-là, Napoléon est malade. Il est malade, il monte pratiquement pas à cheval, il donne presque pas d'ordre, et le vrai chef de l'armée à Waterloo, en tout cas de toute la partie centre et droite, c'est le maréchal Ney. Or, le maréchal Ney, c'est un extraordinaire combattant, mais c'est pas un tacticien, c'est pas un grand militaire, c'est un sabreur, il n'y a pas grand-chose dans la tête. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe là sur le champ de bataille. Alors Grouchy maintenant. Grouchy, il est pas si loin. Il est à une dizaine de kilomètres du champ de bataille, 10, 12, bon. Effectivement, on entend le canon, hein, et on l'entend
entend bien. Alors Chateaubriand dira qu'il l'avait entendu à Gand, c'est absolument impossible, mais bon, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et donc Grouchy, lui, il a des ordres de Napoléon. Vous devez poursuivre les Prussiens. C'est son ordre à lui, c'est-à-dire je m'occupe des Anglais, poursuivez les Prussiens. Donc Grouchy, dans un premier temps, il exécute son ordre. Hein. Le chef, c'est Napoléon. Bon. Ensuite, lorsque Gérard et les autres lui disent il faut marcher au canon, Grouchy, qui est un très très bon militaire, Grouchy, lui, parce qu'on ne fait pas la guerre comme ça, enfin c'est un peu comme le football amateur et puis le football professionnel, il y a des règles. Et la règle à cette époque, c'est de ne pas marcher au canon si on est coupé du champ de bataille par un obstacle naturel. Bon. Or, il y a une rivière, donc je ne marche pas au canon. En revanche, quand il commence à recevoir des ordres, dont quelques-uns sont faux, hein, ce que Napoléon a évoqué après, quand il commence à recevoir des ordres, il va se mettre à marcher. Le problème, c'est qu'il faut passer la rivière. Les armées ont horreur des rivières. Et la rivière, on ne peut la passer qu'à Wavre, un petit peu au nord, et là, les Prussiens défendent le pont. Donc, mettons que Grouchy soit mis en route, il fallait qu'il remonte à Wavre, 10, 15, 20 km, qu'il passe le pont, qu'ils se battent, qu'ils prennent le pont, que les Prussiens ne détruisent pas le pont, hein, et qu'ils puissent redescendre vers le champ de bataille. Il serait arrivé vers 3 heures du matin, les Français s'étaient déjà carapatés hein, depuis plusieurs heures. Alors, ça, c'est le débat permanent sur la bataille de Waterloo, Grouchy, Ney, machin. Non, c'est Napoléon. Le problème de cette bataille, c'est que le premier à avoir écrit ses mémoires sur la bataille, c'est Napoléon. C'est-à-dire qu'il a été tellement obsédé par cette défaite enfin, l'armée française a pris la fuite hein, à la bataille de Waterloo, et garde impériale comprise, sauf les 2 bataillons qui ont résisté jusqu'au bout. Bon. Napoléon il est tellement frappé que dès qu'il monte sur le vaisseau anglais Bellerophon, il commence à dicter au général Gourgaud sa version de la bataille de Waterloo. Ça paraît en 1819, ça sort clandestinement de Sainte-Hélène, et comme il a été le premier, on va dire, écrivain populaire sur la bataille de Waterloo, son livre s'achève par une série de questions sur la bataille de Waterloo, et ces questions, je crois qu'il y en a 12, ces questions-là sont les seules questions dont on parle quand on étudie la bataille de Waterloo. C'est-à-dire que, comment dire, il a lui-même dicté la façon dont on allait interpréter ou excuser ses propres erreurs à la bataille de Waterloo. Ai-je bien répondu, David ? Ça me va. Bon. Autre question. Oui. Une question sur les goûts musicaux de Napoléon, parce que c'est une émission en partenariat avec Radio Classique, et qui a eu en plus une émission sur le goût de Napoléon pour l'opéra. Alors voilà, quels étaient les goûts musicaux de Napoléon ? Est-ce qu'il n'y avait que la musique militaire, ou est-ce qu'il y avait d'autres genres musicaux ? Écoutez, je le racontais, c'est pas à vous, mais je l'ai raconté, je crois, sur Classique, que quand je suis venu au mois d'août. Il y a quelques années, je faisais avec Evelyne Levert, la délicieuse Evelyne, on faisait une chronique historique le matin sur Radio Classique, et on passait juste avant l'arrivée de Ève Ruggieri. Et à chaque fois que Ève entrait dans le studio, elle faisait la moue en disant « Napoléon ». Et je lui disais, mais non, vous vous trompez, Napoléon a vraiment beaucoup fait pour la musique. Et il aimait la musique et il la connaissait. Bon, donc, il ne m'a pas cru. Bon. Et c'est le cas. C'est-à-dire que, évidemment, Napoléon ne joue pas d'instrument, à ma connaissance. Il chante faux, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la musique. Il a passé sa vie dans les théâtres et à l'opéra. Donc, il a effectivement entendu tout. On a une lettre de lui qui écrit à son frère Joseph, je crois que c'est Così fan tutte qu'il a vu. Il écrit, oui, j'ai vu un opéra, non, ça ne doit pas être ça, mais c'est un autre, enfin peu importe. J'ai vu un opéra allemand hier, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Parce qu'en fait, personne ne connaît Mozart. Hein, à l'époque, nous, on est là, Mozart, personne ne connaît. Hein. Beethoven, c'est pareil. Hein, si vous voyez comment les journaux français écrivent Ludwig van Beethoven, bon, voilà. Donc, Napoléon aime la musique et il aime spécialement l'opéra italien. Bon. Et on va presque dire l'opéra napolitain parce que son musicien préféré, c'est Paisiello. Bon, il le fait venir de Naples,
il lui confie des compositions, Paisiello écrit la messe du sacre, etc. Hein, bon, voilà. Alors, il y a deux musiques qu'il aime, c'est la musique française et c'est la musique italienne. Le reste, c'est pas son oreille. Et par exemple, on sait que les symphonies de Beethoven, et dont la troisième, ont été jouées à Paris, hein, en 1810, je crois, pour la troisième. Bon, évidemment, ça n'a pas fait grand bruit et personne n'est allé voir. C'était les exercices des élèves du conservatoire. Donc il avait, on va dire, une oreille fin de baroque, hein, si l'on peut dire, ou pré-romantique, comme on dit, mais lui, il a toujours ignoré qu'il était pré-romantique. Et donc, il aimait la musique. Toute la famille faisait de la musique, tout le monde chantait, enfin bon, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas radio classique pour vous faire écouter la musique classique. Et puis, deuxième chose, il a quand même beaucoup fait pour les institutions musicales. Il a quand même réorganisé, assaini, on peut dire. C'est vrai qu'il a fermé beaucoup de théâtres et de lieux de représentation, mais c'est parce que ces lieux ne fonctionnaient pas. Hein. Il n'y avait pas encore la compensation par le ministère de la Culture. Ça ne marche pas, on ferme. Mais dans ce qui était la maison de l'empereur, c'est-à-dire son argent personnel, alors qui était versé par l'État, mais c'était sa dotation, si l'on veut, il y a énormément d'argent qui partait vers le théâtre, vers la musique, gratification des chanteurs, etc. Réorganisation de l'opéra, réorganisation des salles en affectant le lyrique à certaines, en affectant la musique symphonique, ou je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Voilà, ça il l'a fait. Il a voulu créer des conservatoires en province. Ça n'a pas fonctionné, mais voilà, il avait une volonté de développement culturel de la musique, si l'on peut dire. Moi, j'ai été très surpris parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire, mais quand je lis Tullard, le bilan artistico-culturel de Premier Empire est assez mitigé. C'est pas Louis XIV. Alors, vous savez que je suis un élève, je suis quasiment son fils secret de Jean Tullard, mais je crois que là, il se trompe. Il se trompe parce que... c'est bien que vous ayez un désaccord. Enfin, vous en avez d'autres, j'imagine, mais Tullard est assez sévère, globalement, oui, mais sur le bilan bien sûr, mais si vous voulez, d'abord, c'est 15 ans, bon, pas grand-chose. Il n'y a que Jack Lang qui fait autant de choses en 15 ans. En réalité, on redécouvre aujourd'hui, mais complètement, toute cette musique qui a été complètement étouffée entre, on va dire, Haydn et Beethoven. Entre les deux, on disait, oui, on les enregistrait pas, on les jouait pas, etc. Et puis, il y a un professeur de Paris 1, je crois, ou Paris 4, Jean Montgrédien, qui a travaillé sur ces sujets. Le centre de musique baroque de Versailles a un petit peu déplacé ses centres d'intérêt. Le Palazzo Bru a enregistré toute une série de musiques. Et on se dit qu'après tout, c'était pas si mal que ça. Hein. Alors, après tout, c'était pas si mal que ça fait pas musicologue. Mais voilà, moi j'ai des oreilles pour ça. Et donc, par exemple, Paisiello, il y a maintenant des enregistrements de Paisiello. On a même réenregistré récemment la version de la flûte enchantée qui était jouée à Paris. Vous savez que l'Opéra de Paris interdisait le récitatif. Alors, donc, pendant 10 minutes, c'était interdit. Donc, il fallait mettre quelque chose. Bon. Et on a demandé à un musicien qui s'appelait Lacnit, mettez quelque chose entre les morceaux. Il y avait une raison pour l'interdire, c'est que c'était chiant. C'était la règle. Parce que c'était voilà, chiant. Oui, il devait chanter. À l'opéra, on chantait, on ne parlait pas. Voilà. Et donc, Lacnit a fait ça, et Lacnit, qui était pas idiot, il a pris d'autres compositions de Mozart qu'il a un petit peu trafiquées puis qu'il a mis à l'intérieur. Bon. Il faut quand même savoir que la première fois où la flûte enchantée avec récitatif a été jouée en France, c'est 1824. Et qu'on jouait la version de Lacnit jusque sous le Second Empire. Donc voilà. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est juste une anecdote. Mais sur la redécouverte des contributions françaises. Sur la redécouverte des contributions françaises. Et donc il y a un ensemble, le Sueur est de cette époque-là, les grands musiciens, là, évidemment tous les noms m'échappent, Steibelt, des gens comme ça qui sont venus travailler en France, parce qu'il y avait du travail et parce qu'ils y avaient intérêt. On a la Fondation Napoléon, je le salue d'ailleurs au passage, parce que normalement tous mes collaborateurs doivent bien sûr être devant la télé ce soir, un musicien qui s'appelle Peter Hicks, qui est un très grand musicien, chef d'orchestre, etc., qui a monté une petite conférence au piano pour montrer quelle était la musique qu'on écoutait à l'époque.
Hein. Qu'est-ce que les Français, ou enfin les habitants, ils avaient une petite soirée, ils disaient on va écouter de la musique. Il fallait faire venir un musicien ou jouer la musique soi-même, etc. Et là, il y a une quantité de romances, de compositions sur les batailles, etc., mais qui sont, je vais dire, agréables à écouter. Voilà, alors c'est peut-être pas, moi je ne vais pas vous dire quelle est la difficulté. On chante de la encore les partition. chants révolutionnaires ou il s'est interdit, Oui, alors ou il y a- c'est passé de mode? Non, c'est pas interdit. Bon, évidemment, ça ira, des choses comme ça, c'est pas très en vue. Mais par exemple, il y a cette fameuse légende de la Marseillaise. Hein. On dit toujours que Napoléon ne voulait pas qu'on joue la Marseillaise, voire même qu'il l'aurait interdite. Elle a été interdite sous le Second Empire, ça c'est vrai, parce que c'était l'hymne des Républicains. Mais sous le Premier Empire, on a joué la Marseillaise. La garde impériale à la bataille de Waterloo joue la Marseillaise au moment de partir au combat. En fait, tout ça vient des différends entre Napoléon et Rouget de Lille. Alors, Rouget de Lille, il a écrit une chanson, donc tout le monde le connaît, mais c'était quand même un sacré margoulin. Bon. Et il a trafiqué dans des affaires louches, de très haut niveau de l'État, et il a réussi à avoir le soutien de Joséphine, ce qui fait qu'au moment où le scandale a éclaté, Joséphine a été éclaboussée. Et là, Napoléon n'aime pas ça du tout. Et c'est comme ça que Rouget de Lille perd ses emplois, etc. Et alors, du coup, il se fait pamphlétaire royaliste, quand même l'auteur de la Marseillaise, quoi. Hein. Bon, voilà. Et puis, il vivote jusqu'en 1830, où Louis-Philippe finit par lui donner une pension. Voilà, donc toute cette légende de Napoléon, Rouget de Lille, c'était l'auteur de la Marseillaise, donc il l'a écarté, c'est pas vrai, c'est une affaire personnelle. Enfin, personnelle et d'État. Il y a une ultime question. Oui, moi je voulais revenir un petit peu pour porter au crédit de Bonaparte quelque chose qu'il a fait en bien et que je trouve qu'on ne met pas souvent l'accent au cours de cet anniversaire. Bon, c'est vrai ce que vous avez dit donc sur l'esclavage, sur les femmes, c'est objet de polémique, mais il a quand même permis, enfin, d'après ce que je sais, je ne suis pas historien, il a permis de régler le problème de la population israélite en France en consolidant énormément les droits des Juifs au regard du droit français. Et moi, je trouve que ça ne lui est pas suffisamment reconnu et ça pourrait effectivement faire l'objet de réflexions un peu moins polémiques. Alors, il y a eu effectivement un petit accès, c'est Madame Clémentine Autain qui, pour, comment dire, se donner une petite couleur philosémite au moment de l'affaire de la mosquée de Strasbourg, a cru bon de dire Napoléon était antisémite. Si vous vous rappelez un peu de cet épisode, c'est le grand rabbin Haïm Korsia qui lui a répondu, en disant Madame, vous connaissez, enfin il lui a pas dit comme ça parce qu'il est beaucoup mieux élevé que moi, mais il lui a dit Madame, vous connaissez rien à l'histoire, ne parlez pas de ce dont vous ne savez rien. Bon, alors il faut quand même reconnaître que l'historiographie mosaïque est partagée. C'est-à-dire que Napoléon a effectivement voulu régler le statut, l'assimilation d'ailleurs, il disait, des Juifs à ce moment-là, parce qu'il y avait des émeutes, des risques de pogrom, bon, etc., dans l'Est de la France. Le reste, ailleurs, tout se passait bien. C'était vraiment l'Est de la France qui avait le problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'a pas dit les Juifs vont décider eux-mêmes de leur statut. Il a dit on va les interroger pour voir s'ils peuvent rentrer dans le statut qu'on a prévu pour eux, c'est-à-dire un truc qui ressemblait aux protestants, hein, grosso modo. Bon. Donc il réunit une assemblée de notables, le fameux grand Sanhédrin, etc. Et ce qu'il fait, c'est très malin, parce que là aussi, il y a des historiens premier degré qui vous disent « Ah, regardez les questions bêtes qu'il a posées, ça veut dire qu'il ne connaissait rien au judaïsme. » Non, posez des questions, une femme juive peut-elle épouser un homme non juif, etc., 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 pour avoir des réponses du grand Sanhédrin, qui était une assemblée moitié rabbin, moitié laïque. Bon. Et une fois que les gens avaient répondu, on leur a dit, ben voilà, c'est ça, maintenant c'est comme ça. Et un juif doit-il faire son service militaire? Oui, bon, là maintenant on y va, et ainsi de suite. Bon. Donc ça c'est la méthode, on dit on devrait faire la même chose pour le culte musulman, mais c'est plus du tout la même chose, puis il n'y a plus d'autorité de l'État, donc, parce que Napoléon a imposé à ce moment-là. Et là viennent 3 décrets. 3 décrets, un qui organise le judaïsme en France comme il n'est organisé nulle part ailleurs.
La France est le seul pays où il y a un grand rabbin, où il y a tous ces consistoires, mais qui sont un petit peu pyramidaux. Alors je sais bien que la pratique, c'est pas ça, mais voilà. Bon. Donc organisation des choses. Deuxièmement, la suite de l'assimilation. Vous ferez votre service militaire, vous ferez ci, vous ferez ci, vous ferez ça, bon, et ainsi de suite. Vous appliquerez le code civil, bon. Et puis il y a un troisième décret qui est baptisé par certains historiens du judaïsme le décret infâme, parce qu'il proclame la prorogation des dettes des Juifs de l'Est. C'est-à-dire que voilà, pendant 5 ans, on n'a pas à les rembourser. Alors, juste savoir que c'est 11 000 personnes qui sont concernées sur l'ensemble de tout ça. Donc effectivement, c'est une atteinte à l'égalité et tout ce qu'on veut. Mais bon, c'était le prix que Napoléon avait jugé pour réorganiser le judaïsme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette organisation du judaïsme, compte tenu des... Pour être clair, si on avait une dette auprès d'un juif, on avait 5 ans de plus pour le rembourser. Voilà. Mais c'était au-delà du caractère possiblement antisémite vu de nos contemporains, oui. C'était plutôt anti-finance, ou c'était... Non, mais c'était parce que, si vous voulez, comme les Juifs avaient été exclus d'un certain nombre de professions, oui, donc ils étaient usuriers. Oui, voilà. oui, bien sûr, ils prêtaient de l'argent. Voilà. Puis, alors, par ailleurs, l'usure était elle aussi interdite. Enfin, bon, donc voilà. Donc, si vous voulez, mais ce qui se passe quand même, c'est que la citoyenneté accordée par la Révolution, il n'y avait eu aucune conséquence. On avait dit, vous êtes citoyen et continuez à faire ce que vous voulez dans vos ghettos et ainsi de suite. Là, la loi va devenir, voilà, vous êtes assimilés. Et c'est pourquoi, comme il y a eu beaucoup de départements réunis en Allemagne, un peu en Pologne, un peu en Italie, etc., on a appliqué cette législation. Et au moment de la chute de Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au Congrès de Vienne sont venues des délégations entières, venues de l'Europe entière de Juifs, pour demander au Congrès de Vienne, surtout ne nous retirez pas ce statut qui nous a été octroyé par Napoléon. Alors, je pense que, plus que les opinions des historiens d'aujourd'hui qui regardent vers l'arrière, l'opinion de ces gens-là, elle a aussi son importance, parce qu'ils ont, eux, considéré que, d'abord, ils ne devaient connaître personne à Strasbourg à qui on devait de l'argent, ils ont considéré, eux, que voilà, c'était quand même leur entrée, cette fois-ci entière, dans la citoyenneté assimilée. C'est pareil, il y a eu, alors dans le décret infâme, il y a aussi, vous savez qu'on pouvait payer un remplaçant pour aller à la guerre à cette époque-là, et un juif ne pouvait être remplacé que par un juif. Bon, voilà, c'est ça. Il avait des juifs autour de lui, Napoléon? Alors écoutez, j'avais regardé, oui, il doit y en avoir, mais dans des niveaux de direction d'administration, etc. Oui. C'est vrai que vous me collez là. On n'a pas évoqué la duplication ou l'influence de ces législations, de ces innovations dans toute l'Europe, l'Europe qu'il a conquise et l'Europe qu'il a influencée. Ce sera pour le 2e tome de vos œuvres au Club du Châtelet. Thierry Lenz, vous m'avez confié au bistrot avant qu'on entame cette conférence que vous ne saviez pas si vous étiez en forme ou pas, que peut-être vous auriez un coup de pompe. Je ne suis pas médecin, mais comme aujourd'hui tout le monde est épidémiologue, je peux vous dire que tout va très bien, mon cher ami. Merci. Je vous ai trouvé combatif, en forme, dynamique, et ma foi, je crois qu'on peut vous applaudir. Et laisser le mot de la fin rituellement au président Blanchet. Merci beaucoup pour ce moment très intéressant sur cette période de l'histoire qui nous est importante, et parce que la loi de Ventose est effectivement la loi fondatrice du notariat, mais le Code civil est aussi l'outil du notariat. Donc merci pour cet éclairage, et je vous propose, pour ceux qui sont là, de nous retrouver autour d'un verre pour conclure cette soirée. Merci beaucoup. À la santé du maréchal Lenz. Allez, c'est parti.